J'en discute avec Colette Brain, qui est directrice du Centre d'études sur les médias, qui est également professeure à l'Université Laval. Bonjour, Madame Brain. Bonjour. Alors, on vous reçoit évidemment parce que vous êtes experte des médias, mais ça donne bien, vous êtes de passage à Ottawa aujourd'hui, alors bienvenue, merci d'être là. Je vous demanderai d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la présence d'un représentant d'Unifor sur ce comité d'experts indépendants? Bon, bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 8 associations qui ont été interpellées, puis Unifor est un peu incontournable parce qu'elle représente, je crois, 12 000 journalistes, employés des médias à travers le pays. Donc, c'est normal, en quelque sorte, qu'on les sollicite, mais ce qui pose problème, c'est évidemment qu'ils ont pris position sur le plan de la politique partisane. Et ça gêne, et je pense que c'est compréhensible. On veut garder une distance, justement, entre ce comité-là et la politique partisane. On parle beaucoup de l'absence d'ingérence, de la neutralité des mesures. Donc, c'est tout à fait compréhensible que leur présence gêne. Cela dit, c'est une organisation qui doit nommer quelqu'un au comité. Donc, ce n'est pas nécessairement le président de l'association qui va se retrouver sur le comité comme tel, mais on va plutôt déléguer un représentant. S'il pouvait déléguer quelqu'un qui était vraiment non partisan, je pense que ça calmerait le jeu. Vous pensez que ça pourrait calmer les conservateurs? Parce que, bon, on est à la veille d'une élection au pays. Unifor s'est prononcé publiquement, notamment sur Twitter, contre l'élection d'un éventuel gouvernement conservateur, a dit que ce serait un cauchemar pour le Canada. On a appelé à la résistance contre cette élection-là. Vous pensez que ça pourrait quand même suffire à calmer? Ils n'ont pas l'air de comprendre pour le moment là, que ça pose problème, qu'ils tiennent ces positions-là et qu'en même temps, ils siègent ou en tout cas qu'ils délèguent quelqu'un à cette instance-là. Moi, je comprends très bien les réticences des conservateurs. En même temps, c'est vrai qu'ils ont aussi beau jeu, les conservateurs, d'attaquer cette mesure qui vient d'un gouvernement qui est en fin de mandat. Bon, il y a 7 autres associations, vous le disiez il y a un instant, parce qu'au total, il y en a 8 qui vont dépêcher donc un représentant, encore une fois, je le répète, pour siéger sur ce comité indépendant. En plus d'Unifor, il y a Médias d'Info Canada. Bon, je ne les nommerai pas tous, mais l'Association de la presse francophone, l'Association des journalistes du Canada, la FPJQ, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Les autres membres de ce comité vous semblent indépendants? Ils sont indépendants par rapport... Non, ce sont tous des groupes qui représentent le milieu journalistique, le milieu des médias, dans toute sa diversité, on pourrait dire. Bon, il y a des associations de publication, il y a des associations de professionnels, il y a des associations syndicales. Et parmi ces groupes-là, il y a des intérêts assez différents. Il y a des grands journaux, il y a des très petits journaux. Les petits journaux sont les plus nombreux. Les journaux de langue officielle minoritaire ne sont pas contents de la façon dont les critères ont été élaborés par le gouvernement fédéral. Ils disent que ça les défavorise. Donc, ces gens-là vont devoir s'entendre. Ils vont devoir se retrouver, trouver un consensus alors qu'ils ont des intérêts divergents. Ça ne sera pas simple. Je ne sais pas quelle sera la formation définitive du comité, mais je pense que ça va prendre peut-être quelqu'un, une présidence peut-être hors du sujet. On a glissé des noms d'anciens juges ou des gens comme ça là, qui pourraient peut-être aider ces gens-là à trouver un terrain d'entente. Quelqu'un un peu en dehors de la mairie, finalement. Mais quand on regarde les autres membres du groupe, les autres associations qui sont appelées à siéger sur ce comité, par rapport à Unifor, les autres ne vous semblent pas des associations partisanes. En fait, c'est ce que je voulais dire par rapport... Non, effectivement, il y a des syndicats, la plupart des groupes syndicaux préfèrent, justement parce qu'ils représentent des journalistes, ne pas se mouiller. Et puis, de toute façon, ils doivent travailler avec des gouvernements de différentes tendances. Donc, ils ont intérêt à garder une certaine distance. Unifor a choisi autre chose. C'est sûr qu'ils sont libres de participer au débat politique, mais dans ce cas-ci, ça pose problème. Bon. Sur le fond, maintenant, de ce comité, vous vous intéressez, vous, à la transformation des médias au fil des années. C'est votre champ d'expertise, votre champ d'études. Vous en pensez quoi de cette aide aux médias qui a été annoncée par le gouvernement Trudeau pour assurer la survie des médias? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Parce qu'on vous dit, bon, il y a plusieurs personnes qui sont mal à l'aise avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce qui est de la conception générale, les crédits pour la main-d'œuvre. La masse salariale. Ça, c'est ce qui sera le plus dispendieux et ce qui est le plus controversé aussi dans la façon dont ça va être appliqué. Qui seront les médias admissibles? Comment on va juger de ça? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le diable est dans les détails et ça reste à faire. Je pense que c'est possible, mais on verra à l'usage ce que ça va donner. Je ne peux pas juger de quelque chose qui n'a pas été fait. Alors, d'autres sont plus inquiets. Moi, je pense que ça peut se faire. Je pense qu'il y a des programmes qui existent dans d'autres industries. Il y a le fonds pour les périodiques qui existe. Donc, il y a moyen d'assurer une certaine distance, une certaine transparence et aussi une certaine équité dans les critères pour que
ça favorise pas certains types de joueurs plutôt que d'autres. On a dit que les critères tels qu'ils ont été développés défavorisaient, par exemple, les nouveaux médias, les petits médias qui n'ont pas 2 journalistes à temps plein pendant 40 semaines consécutives. Donc, je pense qu'il y a du jeu dans ces critères-là. On a parlé aussi du plafond salarial et peut-être qu'on a prévu trop d'argent pour tout ce qui est contributions, abonnements et, en fait, les crédits pour les abonnements numériques et les crédits pour les dons aux médias qui ont des fondations, qui ont une structure philanthropique. Donc, peut-être qu'il y aura des ajustements sur ces mesures-là. Je pense que c'est possible. Je ne pense pas que tout soit coulé dans le béton pour le moment. Mais il y a une échéance qui est très, très courte parce que, ça fait partie du budget, ça doit être adopté rapidement. L'application de ces crédits-là, le premier comité doit terminer ses travaux en juillet. C'est très, très court. Et le deuxième comité va devoir se pencher là-dessus assez rapidement. Mais bon, après ça, il y aura des élections et on verra qu'est-ce qui va se produire par la suite. Parce que, mais des crédits d'impôt, c'est quelque chose qu'on peut effectivement qu'on peut retirer à la volonté d'un gouvernement. Parce que ce qui a été annoncé par le gouvernement dans le dernier budget 2019, c'est une aide aux médias qui représente 595 millions de dollars sur 5 ans. Monsieur Scheer, des conservateurs, dit que les libéraux veulent acheter les médias. Est-ce qu'il y a un problème quand même d'indépendance journalistique quand on donne les crédits d'impôt? Il y a une ligne politique, il y a un débat, si on veut, partisan, et après ça, il y a la réalité. Bon, premièrement, ce programme-là a été conçu tel que je le vois jusqu'à présent, avec des grandes précautions pour éviter ce problème-là. On peut dire que depuis l'annonce de ces fonds-là, les journaux n'ont pas été non plus nécessairement tendres à l'égard du gouvernement libéral. On l'a vu aussi au Québec, il y a eu des aides pour les journaux par l'ancien gouvernement Couillard. Et ces aides-là ont été accordées et les médias ont été aussi critiques de ce gouvernement-là pendant la campagne électorale qu'il aurait été de n'importe quel gouvernement et il a perdu ses élections. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais on peut certainement pas dire que ça... En tout cas, s'ils voulaient acheter les médias, ça n'a pas marché. Alors, on a eu la démonstration au Québec. Oui, je pense que les médias ont tout intérêt à faire la démonstration de leur indépendance. C'est leur crédibilité. Donc, je pense pas moi, je m'attends pas à ce qu'il peut y avoir certaines perceptions, certaines frustrations, mais dans les faits, je ne crois pas je crois qu'il y a moyen de mettre en œuvre des critères pour que ce soit indépendant. Et ça fait partie d'une nouvelle réalité auquel les médias, évidemment, doivent s'adapter. Ça, c'est une réalité, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'affaires actuellement pour que les médias s'en sortent. Les médias écrits, les journaux, on parle d'une baisse de 60 de leurs revenus publicitaires, on parle des revenus publicitaires dans l'espace numérique qui sont à 75 accaparés par Google et Facebook. Alors, il y a toute la question de la réglementation des plateformes qui, à mon avis, est une autre question très complexe. Mais la justification de cette aide-là, je pense qu'elle est très claire. Moi, j'ai défendu l'idée que cette aide-là pourrait être à long terme. C'est pas quelque chose nécessairement de temporaire ou qui va tout régler. Mais je ne pense pas que le problème, que c'est simplement en disant, on va vous aider à innover et vous allez vous en sortir tout seul dans 5 ans. Je ne pense pas qu'on en soit là. Bon. Sur un autre dossier, maintenant, je vais vous entendre sur le fait qu'Andrew Scheer a dit que s'il est élu premier ministre du Canada le 21 octobre, il va scruter le travail de la CBC pour s'assurer qu'elle présente des histoires canadiennes. Là, je le cite. Est-ce que ça vous semble approprié? Bon, alors, entre l'affirmation et l'exécution, encore une fois, il faut voir. C'est certainement pas au premier ministre ou enfin un éventuel premier ministre d'évaluer les contenus. On parle justement d'ingérence, d'indépendance, de liberté de la presse. Là, ça vaut aussi pour le radiodiffuseur public. Donc, c'est pas le rôle du premier ministre de s'ingérer dans les contenus. Mais en même temps, c'est tout à fait légitime de rappeler que le mandat du diffuseur public, c'est de parler des affaires d'ici, de l'actualité d'ici, de raconter des histoires d'ici, autant d'ailleurs dans son mandat culturel que dans son mandat d'information. Ça fait partie du mandat, mais la façon dont ça a été dit, ça donnait effectivement l'impression, et c'était peut-être pas l'intention de M. Scheer, mais ça donnait l'impression que, dans le fond, il allait s'en mêler personnellement. C'est ça, parce qu'il se plaint qu'il y a trop de couverture américaine à la CBC, la télévision d'État. Un porte-parole de la CBC lui a répliqué: notre priorité, c'est bien informer le Canadien, que ce soit au niveau du Brexit, au niveau du Moyen-Orient ou encore des inondations dans les communautés locales. Qui a raison, finalement? Écoutez, on le dit beaucoup des médias en général, qu'on parle
peut-être trop des États-Unis, on parle peut-être trop de Donald Trump, peut-être pas vous personnellement, là. Mais alors c'est un reproche, je pense, qui mériterait d'être appuyé, disons, par une analyse. Il faut dire mais c'est un constat, oui, effectivement, on parle beaucoup. Du phénomène Trump aux États-Unis, on en parle beaucoup. C'est un phénomène médiatique qui est problématique parce que c'est comme un cirque qui se nourrit lui-même. Donc ça, c'est une question, je pense, qui se pose. Pourquoi pointer du doigt spécifiquement Radio-Canada, CBC? Parce que c'est diffuseur public. Mais je pense qu'il faut faire preuve de circonspection quand on est à la tête d'un gouvernement, quand on parle du mandat d'un diffuseur public. En même temps, il ne sera pas le premier et le dernier, ni le dernier à reprocher à Radio-Canada, CBC certains éléments de sa couverture. Il ne faut pas en faire un drame non plus. Non, c'est ça. M. Harper l'avait fait de toute façon avant lui. Juste, je vais terminer là-dessus sur la campagne électorale qui s'en vient. Bon, on craint une campagne des plus vicieuses. M. Trudeau a dit il y a quelques jours des plus ignobles, des plus conflictuelles. Est-ce que vous craignez les dérapages des médias, pas seulement les médias sociaux, mais de façon générale? Bien, il y a une interrogation par rapport à la désinformation ou à tout ce qui est d'ordre... Fake news, fausses nouvelles, ingérence étrangère. Oui, c'est ça. Donc, les nouvelles un peu fabriquées ou les contenus malveillants qui proviendraient de sources étrangères. Alors, il y a eu des analyses qui ont été faites qui laissaient croire qu'il y avait un risque réel et je pense que le gouvernement se penche aussi là-dessus. Je ne suis pas certaine. Il y a une annonce, une déclaration qui a été faite hier. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de progrès qui a été fait du côté des plateformes. Il y a certaines dispositions de bonne volonté qui ont été exprimées, mais je pense qu'à terme, il va falloir réfléchir à une réglementation, pas seulement au Canada, c'est à l'échelle mondiale, ou enfin dans l'ensemble des pays, quant au rôle des plateformes et à leur responsabilité. Ce sont des entreprises qui occupent une grande place dans nos vies, qui ont un pouvoir énorme sur les contenus qui circulent dans l'espace public. Et ils semblent jusqu'à maintenant très mal équipés pour gérer. On pense bien sûr à la tragédie de Christchurch. On a beaucoup parlé de ce cas-là, mais aussi dans le cadre des campagnes électorales. Et quand on voit les médias, les Facebook de ce monde, les Google qui finalement ne sont pas très impliqués, ne veulent pas sont invités à des comités pour se pencher sur la question, mais ils ne se présentent pas. Je ne crois pas bon de se présenter. Alors on ne sent pas qu'il y a une volonté réelle finalement. Bien, ils sont sollicités de partout. Hein? C'est pas seulement au Canada. Ils sont tirés l'oreille en Europe beaucoup et dans plusieurs autres pays. Donc, ils ont peut-être pas beaucoup de réponses à fournir pour le moment et c'est un peu une patate chaude pour eux. C'est sûr qu'ils préféraient ne pas avoir à gérer ça. On a souvent entendu Mark Zuckerberg dire s'il n'y avait pas d'informations, s'il n'y avait pas de nouvelles sur Facebook, je serais bien content. Si les gens parlaient juste de leur chien, puis de leur souper, puis des choses agréables de leur voyage, ma vie serait tellement plus simple. C'est pas le cas. Mais c'est pas le cas et Facebook est devenu une espèce d'agora et je pense que les dirigeants de l'entreprise ont une responsabilité. Je pense que les gouvernements ont aussi une responsabilité d'assurer un environnement réglementaire pour que ces entreprises-là n'occupent pas une aussi grosse position, une position aussi dominante et que dans le cas de l'information, que les profits qu'ils engrangent ou que les revenus publicitaires qu'ils engrangent puissent être redistribués au moins en partie dans l'économie canadienne et dans la production de contenu canadien. Colette Brun, merci beaucoup d'être passée par nos studios pour répondre à nos questions.